On lui envoie le conteneur avec toute la commande. Sauf que la marchandise arrive, il ne donne plus de nouvelles. 2 mois après, Interpol qui m'appelle. Est-ce que vous avez parlé à telle et telle personne? Il est recherché dans toute l'Europe. Je déteste ces influenceurs qui disent « Ah, allez, venez, vous faites du e-commerce, c'est facile et tout ». C'est beaucoup de bullshit. Vraiment, vraiment. C'est des mecs qui, des fois, font plein de vidéos, mais ils travaillent depuis leur salon. Des Chinois savent faire des beaux stands dans les salons. Parfois, ils vont même ramener des clients dans une usine qui ne leur appartient pas. Et moi, j'ai le cas concret d'une personne que je connais qui s'est fait livrer un conteneur vide. Donc, il a commandé un conteneur de télé et puis il est arrivé vide. Rien du tout dedans. Je dis toujours à tous les entrepreneurs, passez au moins 70% de votre temps avant. Le reste, ça compte pas. Ne compte pas tes heures. Oublie, arrête. Oublie tes week-ends, oublie les vacances. Quand tu es entrepreneur, tu dois tout sacrifier pour réussir. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est travail, travail, travail. Moi, je vois les entrepreneurs du dimanche qui ont une idée et tout, mais ils veulent rentrer chez eux à 17h. Ils veulent le week-end, c'est barbecue et on va s'amuser. Je leur dis, mais non, c'est pas parce qu'on a une idée qu'on va réussir. Dali, comment ça va? Bien et toi, Nico? Très bien. Merci pour ce deuxième podcast qu'on fait ensemble. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Rapidement, alors, Dali Nicolosti, 42 ans, entrepreneur de plusieurs entreprises. Actuellement, je gère 2 multinationales, une usine en Chine et aussi vice-président de la French Tech de Shanghai. Voilà, rapidement. Très bien. Pour parler un peu de ton travail, ton activité, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Au quotidien, j'essaie de m'éloigner de l'opérationnel pour être vraiment dans le business développement et de l'innovation. Alors, je gère donc plusieurs entreprises, une qui est dans l'agroalimentaire, l'autre dans le solaire. Et donc, le but, c'est que ça avance. Il faut que ça avance tous les jours, il faut que le business se développe, il faut qu'on ait plus de projets, il faut qu'on ait la possibilité de développer plus de pays et de sortir de nouveaux produits aussi. C'est très important avec une bonne qualité. Donc, c'est surtout ça que je fais au quotidien avec les entreprises. À côté de ça, est-ce que tu as d'autres investissements? Oui, il faut toujours avoir d'autres investissements. On ne sait jamais. Il faut préparer les vieux jours aussi. Donc, j'ai investi dans l'immobilier. Alors, un peu en France, en Asie. Donc, j'ai plusieurs appartements que je loue. Et voilà, c'est des investissements. J'ai toujours eu un peu confiance dans les murs, comme on dit. Alors, est-ce que ça vient de la famille qui a eu toujours peur? Tu sais, venant d'une famille assez pauvre, ils pensent toujours à demain et après-demain. Donc, c'est vrai que d'avoir de l'investissement dans les murs, c'est un peu avoir une certaine possibilité de se préparer au pire. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier. Très bien. L'investissement dans les crypto-monnaies, peut-être? Alors, non. Pourquoi? Déjà en Chine, c'est interdit, la crypto-monnaie. Deux, avec les actualités que je vois en France, des gens qui sont séquestrés ou à qui on coupe des membres pour essayer de voler de la crypto-monnaie, c'est vrai que ça me fait peur. Et j'aime bien vivre tranquille, surtout que je vois que l'État ne réagit pas face à cela. Et encore une fois, des pertes d'entrepreneurs qui vont à l'étranger à cause de cette insécurité. Donc, non, pas de crypto-monnaie. Ok, pour revenir un peu sur tes investissements immobiliers, Oui. c'est quoi ta stratégie en investissement immobilier? Quel type de bien tu as, toi, par exemple? Alors en France, j'investis surtout sur des appartements familiaux, donc des F2, F3, pour éviter un changement rapide, parce que j'ai pas le temps de gérer et j'ai envie de la stabilité. Donc un peu partout, dans des banlieues de grandes villes, parce que les familles veulent de l'espace et veulent aussi avoir la possibilité d'avoir une famille nombreuse. Ensuite, en Asie, j'ai aussi d'autres appartements que je loue facilement, pareil, des appartements de famille, pour aussi ne pas avoir besoin de gérer. C'est quoi l'avantage d'investir en France dans l'immobilier comparé dans les autres pays où tu investis? Par exemple, en France, ce qui compte beaucoup, c'est la stabilité quand même. Comme il y a une grosse demande et pas assez d'appartements, donc tu as cette stabilité de pouvoir trouver rapidement des locataires. Donc ça, c'est un point important. Pour moi, la France, c'est la stabilité de la valeur de la pierre, tout simplement. En Asie, le problème, alors moi j'ai eu en Chine par exemple, me concernant, j'ai eu un appart que j'ai dû acheter à peu près 200 000 euros. Et en 2021-22, c'est monté jusqu'à 450 000.
Mais que s'est-il passé en 2023-24 ? Ils ont commencé à faire plus de construction partout. Bon, c'est un peu le moyen de montrer qu'il y a un bon PIB dans le pays, donc beaucoup de construction. Ce qui est fait, c'est que le prix est revenu sur le prix de base. Donc, la valeur de la pierre est moins stable. Dans les autres pays d'Asie, c'est à peu près la même chose. Donc, quand il y a moins de construction, ça va, mais dès que ça construit beaucoup, la valeur se perd. Par contre, l'avantage, on va dire, c'est que la location est beaucoup plus facile à gérer en Asie. T'as pas ce problème de mauvais payeurs et tout ça. Alors qu'en France, je pense que c'est un vrai problème. Donc, Est-ce que tu as une expérience, une anecdote? alors, déjà, j'ai une expérience me concernant, mais j'ai aussi l'expérience de mes amis qui ont eu des squatteurs. Donc, j'ai un ami, ça fait 1 an et demi, il n'arrive pas à toucher ses loyers. Et malgré ça, il doit payer son crédit. Donc, c'est un gros problème. C'est une tristesse même de voir que l'État facilite l'imposture et le vagabondage, on va dire, des gens. Alors qu'en Asie, si tu veux, culturellement, c'est pas correct. Donc, ils vont pas le faire de même. S'ils peuvent pas te payer, ils vont te dire, je peux pas vous payer, donc je vous paye ce dernier mois et je m'en vais. Par eux-mêmes. Donc, t'as pas ce problème où tu dois t'imposer pour laisser partir les gens. Donc, culturellement, ils veulent pas, ils acceptent pas et ils veulent pas avoir une mauvaise face. En France, les mecs, ils savent qu'ils peuvent tricher, qu'ils peuvent utiliser la loi contre toi, même si toi, tu as travaillé dur pour acheter cet appartement, tu as sacrifié ton temps, ton argent, tes économies pour acheter, pour essayer de faire un peu d'argent, eh ben non, l'État va privilégier les squatteurs et profiter de toi. Et moi, pour l'anecdote, j'ai eu ce problème pour un des appartements et j'ai essayé d'aller par la voie légale. Et à chaque fois, c'était, faut attendre, il y a l'hiver, il y a ci, il y a ça. J'ai dit, OK, j'ai fait appel à des amis balkans qui étaient dans la construction, qui faisaient 2 mètres sur 2 mètres. Donc, on a dû aller frapper à la porte, dire, écoutez les gars, partez tranquillement, comme ça, tout se passerait bien. Voilà, il y a mes amis qui sont là, ils vont vous aider s'il le faut. Donc, ils ont vite compris qu'il fallait partir. Non. Dieu merci, je n'ai pas eu besoin de violence. La dissuasion a bien fonctionné. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a même des agences qui s'occupent de ça, de faire partir des squatteurs. Donc, s'il y a un tel business qui est né, c'est bien qu'il y a un problème de fonctionnement ici en France. Très bien, très bien. Pour parler des activités que tu as lancées en partant de zéro, est-ce que tu pourrais nous donner le secret justement de passer de 0 à 1 sans lever de fonds? Je dis toujours, la vente. C'est un peu le motto aussi de Mark Cuban qui fait partie de Shark Tank aux États-Unis. Et il dit toujours, le gros problème, c'est que les gens veulent un produit génial, un truc génial, une stratégie de fou. Mais non, mais passez du temps à la vente. Vendez votre produit. Sur la première vente, vous apprendrez plus que sur la théorie de ne pas avoir vendu le produit ni de l'avoir essayé. Au moins, quand on vend, on sait de quoi a besoin le marché. Moi, je faisais mes appels tous les jours. Et je comprenais. Et je voyais, face à cette demande, je vais devoir adapter le produit de telle et telle façon. Et chaque vente que je faisais m'apprenait plus de choses et m'aidait à faire plus de ventes. Et aujourd'hui, c'est ce que je vois parmi les entrepreneurs qui s'en sortent pas. Ils sont trop dans leur truc de conception, d'innovation, de trucs. Et je leur dis, mais combien de produits tu as vendus ? Elles me disent, pas encore, j'attends de lever des fonds avant de pouvoir... Je dis, mais un investisseur, il aura toujours plus envie d'investir chez toi s'il voit que tu as un carnet de commandes chargé, plutôt que tu as une idée sur un PowerPoint où peut-être que ça va se vendre bien ou pas bien. Il y a des entreprises qui fonctionnent de cette façon, mais c'est quoi ? C'est un pourcentage de 2 à 3% qui arrivent à lever des fonds sur une idée. Et le reste, ils se cassent la gueule. Donc, allez sur la vente. Tout le monde doit pouvoir vendre. C'est tout. Faut passer, je dis toujours à tous les entrepreneurs, passez au moins 70% de votre temps à vendre. Le reste, ça compte pas. Pour aller dans le détail un peu des techniques de vente, Ouais. Quand tu as commencé, c'était quoi un peu les premiers échecs que tu as rencontrés dans la vente? Et aujourd'hui, c'est quoi tes techniques pour les réussir? Les échecs, c'est de croire que le marketing fait tout. C'est de se dire, parce que je fais une bonne pub, c'est bon, j'aurai des clients. Non.
Ce qui a été, c'est vraiment le contact, l'appel, voir les clients face à face, ouvrir les portes, même si celles qui sont fermées, forcer un peu les choses, forcer, on va dire, le destin. Donc, ça a été vraiment ça qui m'a aidé. J'ai toujours créé une bonne pipeline. J'ai toujours essayé d'être sûr d'avoir toujours des clients en mouvement et de nouveaux clients à développer parce que tu sais pas, peut-être que le client, il va arrêter de travailler avec toi ou peut-être qu'il va fermer. Donc, tu dois pouvoir mettre tes œufs dans plusieurs paniers. Donc, ça a été toujours ça, la bonne technique. Ça a été vraiment d'être en contact. Vraiment dans le direct, pas l'indirect. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont des profils LinkedIn géniaux, des réseaux sociaux avec plein de followers et tout, et ils croient que c'est grâce à ça qu'ils auront des ventes. Mais quand tu es en B2B, le mec, il veut avoir un vrai vendeur au téléphone, ou même le directeur qui appelle un autre directeur pour dire comment on peut travailler ensemble. Et le contact direct, je pense, et j'ai pu voir que c'est ce qui fonctionne le mieux. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de croire au marketing. Arrêtez de mettre de l'argent dans le marketing. Mettez de l'argent, de l'envie dans les ventes, les vendeurs. Et là, vous aurez du business. Si tu peux nous rappeler un peu le chiffre d'affaires qu'aujourd'hui tu fais annuellement, et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Donc, pour le solaire, on est à peu près à 30 millions d'euros. Et pour l'agroalimentaire, entre 45 à 50 millions. Donc, on est à peu près à 80 millions d'euros en additionnant les deux entreprises telles quelles. Donc, ce qui a été dur, c'était de jongler et d'être sûr que les deux entités fonctionnent bien. Sachant qu'au début, c'est le solaire qui a rapporté plus, parce que c'était nouveau, des marges importantes. Et puis l'agroalimentaire, c'est allé tout doucement. Donc, on est passé de 20 commandes à 1000 commandes aujourd'hui annuelles. Donc, ce qui m'a permis de survivre pendant des moments difficiles, c'était d'avoir ma vache à lait, qui est aujourd'hui l'agroalimentaire, parce que j'ai des volumes considérables et constants, donc ça reste stable. Et où le solaire vraiment a connu du mal, j'ai pu utiliser un peu ma vache à lait pour subvenir à ses besoins et pouvoir continuer mes deux aventures. Donc, c'est ce qui m'a permis, c'est ce que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est soyez à fond dans votre entité, mais si vous avez une petite vache à lait, une idée qui vous prendra trop de temps, que vous pouvez automatiser, faites-le à côté, on ne sait jamais. Ça peut aussi aider pour votre target majeur et ce que vous voulez accomplir avec votre entité. C'est quoi la mentalité que tu as dû avoir pour atteindre ces résultats aujourd'hui? Déjà, c'est d'observer l'environnement où j'étais. Moi, je viens d'une famille immigrée pauvre, où j'avais une fois des vacances sur 4 ans, où forcément, tu mangeais pas souvent ce que tu voulais et quand tu voulais, où tu avais les mêmes vêtements pendant des années, les mêmes baskets. Donc, j'ai une paire de baskets tous les ans ou tous les 2 ans. Je ne suis pas là pour pleurnicher, mais voilà, donc tu sais d'où tu viens. Et tu n'as qu'une envie, c'est de réussir. Malgré tout, mes parents ont travaillé dur, parfois même jour et nuit et week-end, pour subvenir à tous nos besoins. Et c'est un sacrifice que j'ai toujours respecté, apprécié, parce qu'ils l'ont toujours dit que c'était pour nous. Et donc, je me suis dit, t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois pas avoir de plan B, tu dois tout réussir ce que tu entreprends. Ne lâche rien. Donc, ça a été ça le mindset, c'est toujours de dire d'où je viens. Qu'est-ce que les gens avant moi ont fait pour que j'en sois là aujourd'hui? Et ne déçois pas les gens autour de toi. Fais ce que tu peux, fixe-toi des objectifs, installés coûte que coûte. Et sacrifie tout ce qu'il faut sacrifier pour réussir. Si tu devais te donner justement un conseil à ton toi qui a commencé, à ton toi de 25 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Écoute-toi, n'écoute pas les gens autour de toi qui te diront c'est une mauvaise idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais juste d'avoir un salaire stable, ça suffit. Sois à fond, sois curieux, apprends toujours, constamment. Tu dois toujours apprendre. Entoure-toi d'un mentor. C'est très bien si tu arrives à trouver un mentor. Alors, soit physique, soit à travers des livres, je dirais. Mais aie quelqu'un qui puisse t'aiguiller un peu dans ce que tu veux faire, c'est important. Et c'est ce que je fais aussi via la French Tech. J'essaie de mentorer des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est vraiment ça qui est important pour se lancer. Et ne compte pas tes heures. Arrête. Oublie tes week-ends, oublie les vacances, oublie ça. Quand tu es entrepreneur, tu dois tout sacrifier pour réussir. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est travail, travail, travail.
On peut parler également des risques que tu as dû prendre, les difficultés que tu as dû rencontrer. Tu m'avais raconté une fois l'anecdote de ta première grosse claque qu'un client t'a mis quand tu n'as pas reçu de paiement. Est-ce que tu peux nous la raconter? C'était pas une classe, c'est une histoire qui m'est restée. C'est que j'avais fait un deal avec un client qui venait du Sénégal. Et la première rencontre que j'avais avec lui, c'était à Paris. Donc, il était venu avec une belle voiture, une belle montre, bien apprêtée. Et on a eu un bon échange. Et donc, je le voyais très bien. Je me disais, c'est quelqu'un qui a du potentiel, avec qui je peux faire beaucoup de choses. Donc, il nous avait fait une petite avance pour faire une commande. Et donc, on lui envoie le conteneur avec toute la commande, la marchandise. Sauf que la marchandise arrive, il ne donne plus de nouvelles. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. J'essaie de l'appeler. Qu'est-ce qu'il en est, nanana. Et au bout de 2 mois, on perd cette marchandise parce qu'elle a été confisquée. Donc, quand tu envoies un conteneur et qu'il reste au port pendant 30 à 45 jours, le port le confisque. Donc, le port a confisqué. Donc, j'avais perdu de l'argent. Et puis, 2 mois après, Interpol qui m'appelle. Est-ce que vous avez parlé à telle et telle personne? Donc, c'était le client. Il est recherché dans toute l'Europe parce qu'il a arnaqué des organisations humanitaires, des fonds d'investissement, il doit de l'argent à beaucoup de gens, etc., etc. Et donc, c'est là que je me suis dit, ne juge pas l'apparence et fais attention, parfois ça veut rien dire. Donc, ça a été vraiment une grosse claque. Alors, j'ai eu ça avec les clients, mais j'ai eu ça aussi avec des fournisseurs. Par exemple, dans mon entreprise d'agroalimentaire service, il y a un client qui nous a payé, sauf que l'usine, elle a disparu. Du jour au lendemain, elle a fermé, elle a viré les employés, elle ne nous a pas rendu de l'avance. Donc, j'ai dû assumer ça, j'ai dû payer encore une fois une autre usine pour produire les produits de mon client. C'était à peu près 30 000 $. Donc voilà. Donc, c'est une chose, mais t'apprends. C'est là que je me dis, il faut toujours apprendre, il faut toujours voir ça comme un challenge et comme une leçon. Tu vois, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont eu du mal cette année parce que ça a été dur, la crise, la guerre, etc. Et je leur dis à chaque fois, c'est un test, les gars. Voyez ça comme un test, comme un challenge. Faut pas abandonner, c'est là où il faut se remettre en question et dire, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Je déteste les gens qui à chaque fois trouvent des excuses face à l'économie du pays, la situation. On peut rien y faire. D'accord? On peut rien y faire à l'économie. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est revoir nos stratégies, nos process, notre force de vente. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce qu'on le devient? Pourquoi toi, tu es devenu entrepreneur en fait? Ça a été le mindset, vraiment l'envie. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Faut pas croire que je suis né entrepreneur et je le suis devenu du jour au lendemain. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises et j'ai vu que je pouvais contribuer beaucoup. Tout d'abord, contribuer à aider les gens à se développer. C'est ça aussi être entrepreneur, c'est aider les autres à se développer dans ta boîte. Ça a été aussi l'envie de pouvoir faire des choix rapides pour mettre en place soit des nouveaux produits, soit des nouveaux process. C'est ce qui m'a plu quand tu es entrepreneur, c'est que c'est toi qui prends les décisions. Et aussi, j'ai pas eu peur de sacrifier mon temps et ma vie. C'est important. Donc aujourd'hui, j'ai une famille, mais c'est vrai que malheureusement, parfois, ils passent après ma vie d'entrepreneur. Et ils le savent. Et je leur explique pourquoi et comment. Mais c'est une réalité. Donc, je pense que quand on est entrepreneur, il faut prendre conscience de ça et pas s'attendre à avoir le temps qu'on veut. Donc, parfois, on me dit, c'est quoi la réussite? Je leur dis, c'est d'avoir du temps. C'est d'avoir du temps pour justement ceux qu'on aime. Donc, c'est ça, être entrepreneur. Donc, on le devient que si on est conscient de ça et qu'on l'accepte. Moi, je vois les entrepreneurs du dimanche qui ont une idée et tout, mais ils veulent rentrer chez eux à 17h, ils veulent le week-end, c'est barbecue et on va s'amuser. Et je leur dis, mais non, c'est pas parce qu'on a une idée qu'on va réussir. Il y a toujours ce truc entre avoir l'idée et mettre en action. Alors, parfois, certes, j'aurais peut-être pas les bonnes idées, mais je saurais mettre en action et je vais mettre en action. Et c'est ceux qui mettent leurs idées en action qui réussissent. Ceux qui ont juste l'idée et qui attendent que tout se fasse autour d'eux, il n'y a rien qui va se passer. Qu'est-ce qui, selon toi, fait perdre le plus de temps à une PME, à un entrepreneur qui vient de se lancer? C'est de faire tout soi-même, de ne pas être organisé, de ne pas utiliser les bons outils aussi, et de mettre le temps
sur les mauvaises choses. Moi, par exemple, je vois des leaders dans certaines boîtes qui sont plus là à faire de l'administratif plutôt qu'à être à fond dans le business et dans le développement de clients ou de produits. Donc, c'est aussi de mal répartir son temps. Donc, on a le principe de Pareto aussi, donc le 20% qui rapporte le 80% de chiffre d'affaires. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, donc, tout ce qui est urgent, important. On doit se concentrer sur ce qui est important, pas sur l'urgence. Donc, il y a le time management, je pense, qui est important dans ça. Et aussi, les gens un peu obsolètes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur travail. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser, même en être professionnel pour faciliter les choses, les rendre plus rapides. Voilà, moi, avant, quand je créais mon process, ça me prenait une semaine parce que je devais tout analyser et revoir. Aujourd'hui, dit avec ChatGPT, en 20 minutes, tu crées un bon process. Tu peux même le revoir, le recorriger rapidement et le jour même l'envoyer à toute l'équipe. Bon, les gars, voici le nouveau process pour résoudre tel et tel problème. Il y a vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est, je dis toujours, le manque de curiosité qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'y arrivent pas. Ils sont tellement concentrés dans leur bulle, dans leur truc, qu'ils n'essaient pas d'apprendre de nouvelles choses pour justement être plus efficaces. Justement, comment toi, tu vois l'avenir dans l'entrepreneuriat ? Alors, c'est très bien parce que récemment, j'ai eu une conférence que je vais organiser avec une personne de ByteDance, donc qui est un peu le TikTok chinois. Et elle expliquait l'avenir va être dans les entreprises qui auront une valorisation à milliards grâce à une personne. Donc, one person, 1 billion company. Donc, une personne avec une entreprise à milliard. Donc, c'est de tout automatiser autour de soi pour vraiment pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Donc, je pense qu'on va de plus en plus vers ça, de savoir utiliser des outils et avoir l'entrepreneuriat 4.0. C'est ça. C'est avoir des personnes utiles autour de nous et déléguer des tâches chronophages à l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme ça que je vois vraiment l'entrepreneuriat de demain. C'est quoi ton rapport justement à l'intelligence artificielle ? J'ai un très bon rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ma seule crainte des fois, c'est est-ce que je suis dans le bon timing ? Est-ce que je ne suis pas un peu en arrière ? Donc, j'essaie tout le temps de m'éduquer, de demander aux gens plus jeunes et qui utilisent ça, de m'apprendre de nouvelles choses. Donc, j'essaie. Ce qui est bien, c'est que je suis très curieux. Donc, j'arrive toujours à me mettre à jour rapidement. Mais c'est un rapport qui est bien. Moi, je vois aussi autour de moi des gens qui ont peur. Ils disent ça va me remplacer, tout ça. Et je leur dis, pose-toi les bonnes questions. Si ça te remplace, est-ce que tu ne mérites pas d'être remplacé ? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas fait le nécessaire pour essayer de t'améliorer et justement de contrôler l'intelligence artificielle pour des tâches que tu pourrais ne plus faire et pour que tu puisses faire des tâches beaucoup plus importantes ? Donc pour moi, l'intelligence artificielle doit être notre ami, pas notre ennemi. Mais bien sûr, les gens qui se feront remplacer, ça sera mérité, pour moi, clairement. Il faut toujours apprendre plus et s'améliorer. Et c'est le même cas pour moi. Je suis encore plus strict avec moi-même. Je me dis que si un jour l'intelligence artificielle me remplace, ça sera mérité. Tant pis pour moi. C'est que j'aurais mal fait mon boulot ou j'aurais pas essayé d'améliorer les choses. Et si demain, justement, tu devais être amené à recommencer tout à zéro en France, tu commencerais par quoi ? Tu ferais quoi ? En France, un vrai challenge. Déjà, j'essaierai d'être sûr que les tâches que je fais soient des tâches surtout de business. Donc, j'essaierai au maximum soit d'automatiser les process administratifs, soit de les externaliser un peu pour me concentrer vraiment sur le business. Donc déjà, la stratégie d'entreprise, le produit que je vais vendre, on va avoir un bon produit, et vendre. C'est sur ça que j'irai à fond. Le reste, vraiment, j'essaierai de vraiment pas perdre de temps sur le reste. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, où malheureusement, j'ai eu 2 amis qui ont vendu leur boîte, parce qu'ils me disaient, Dali, je passe plus de temps à faire de l'administratif qu'à faire du business. J'en ai marre. Ils me disent, j'en peux plus. Et je peux pas à chaque fois payer des comptables, des fiscalistes et tout ça pour gérer, ça me coûte trop cher.
Et c'est triste, en fait, d'avoir des talents comme ça, qui ont des bonnes idées, et des entreprises qui fonctionnaient, hein, c'est ça le pire. Arrêter tout ça parce qu'ils en ont marre. Ils sont stressés, ils en ont marre. Donc, c'est un peu ce que j'essaierai de voir. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur français qui est déjà établi en France et qui, là, veut agrandir son marché et partir sur des marchés internationaux? Mhm. Déjà, si c'est un entrepreneur qui a commencé dans peu importe quel pays, on va dire la France, être sûr qu'il est fort en France. Je vois beaucoup aussi des gens qui partent trop vite ailleurs sans avoir une bonne base. On ne peut pas développer d'autres pays si le premier pays qu'on a développé n'est pas assez costaud. Donc c'est déjà développer à fond, alors je dirais d'abord sa ville, sa région, puis son pays. Et après avoir fait ça, pourquoi pas se diriger vers le monde. Mais encore une fois, stratégiquement étudier. Donc, je ferai une analyse, un benchmarking. J'essaierai de voir via l'intelligence artificielle là où le marché est porteur sur mon produit. Et ensuite, me concentrer sur ça. Bien sûr, le contact direct, aller sur le pays sur place. Arrêter de faire tout sur Internet. Il faut aller en physique, il faut voir, il faut avoir l'expérience, rencontrer des acteurs, parler, offrir des dîners à des gens pour qu'ils vous partagent cette connaissance. Soyez pas cheap. Allez voir les gens, offrez-leur un repas, ils vous en diront beaucoup de choses. Et les gens aiment aider. Moi d'ailleurs, j'utilise toujours cette phrase avec mes clients. Si je devais travailler avec vous, apprenez-moi de quelle façon je pourrais le faire. Et les gens s'ouvrent. Et c'est vrai que même parler à d'autres entrepreneurs dans d'autres pays, qu'on leur demande cette façon, ils ont tendance donc à vouloir nous partager ces connaissances et ces données. Donc je dirais, allez voir, observez et après essayez. Mais n'essayez rien à partir de votre chaise dans votre bureau en France. Voyagez, allez voir. Tu avais une technique que tu m'avais racontée. Quand tu atterris dans un pays, la première chose que tu fais, c'est que tu parles au taxi. Oui, j'adore ça. Alors, comme tu sais, je parle plusieurs langues et j'adore avoir l'avis d'une personne réelle, de monsieur et madame tout le monde. Et le taxi, je trouve que c'est un Wikipédia super intéressant. À chaque fois, comment tout se passe en ce moment, qu'est-ce que vous pensez de votre président actuel, l'économie, votre salaire c'est quoi. Donc, je demande les prix, par exemple, d'un truc simple, un repas ça coûte combien et tout. Donc, j'essaie d'en savoir plus. Et le taxi, vu qu'il est en phase avec la réalité, il me dit tout. Et il adore parler parce que c'est un touriste, il est curieux, il veut en savoir plus. Et c'est ma première phase d'approche. C'est vraiment de savoir tout de monsieur et madame tout le monde. Parce que quand tu parles à des autres, on va dire, chefs d'entreprise et tout, à leur niveau, ils te disent ce qui se passe. Mais toi, tu as aussi besoin de savoir au niveau de monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vrai que j'adore parler aux chauffeurs de taxi dès que j'arrive dans un pays. Et ça me donne énormément d'informations. Et en plus, quand je vais donc essayer de parler à un chef d'entreprise de ce pays-là, comme j'aurais déjà eu un peu une introduction via le chauffeur de taxi, ça me permet aussi d'arriver plus facilement sur la discussion avec le chef d'entreprise. Pour parler un peu des retours que tu as des personnes autour de toi, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner que tu as entendu de quelqu'un et que tu appliques tous les jours? N'écoute personne. On va toujours te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Sois curieux. Ça, on me le dit toujours et je le dis toujours malheureusement encore aux jeunes. Soyez curieux et n'ayez pas de plan B. Voilà. Ayez justement juste un plan A et allez-y à fond. C'est vraiment ces conseils-là qu'on m'a donnés et on va dire les conseils positifs. Après, il y a toujours quelqu'un qui va dire fais pas ci, c'est mieux d'avoir un boulot, fais pas ça, etc., etc. Donc, je privilégie toujours ces 3 conseils que j'applique tous les jours. Et des fois, je me réveille, ah mais merde, pourquoi j'ai pas fait ci? Donc, je vais étudier. Donc, j'ai pas été assez curieux sur ce sujet, je vais en apprendre plus. Ou ce que je fais, même aujourd'hui, je vais moi-même dans les salons où mon entreprise expose pour parler aux clients, pour en savoir plus. Mais c'est ma curiosité. Tu vois, par exemple, chez mes concurrents, tu as rarement le directeur de l'entreprise ou de l'usine qui va aller se déplacer. Bon, déjà, parfois, ils ne parlent pas de la langue. Mais ils croient qu'ils sont en tout. Et ils vont recevoir les messages de leur manager, mais sans réellement, eux, savoir ce qui se passe.
Moi, j'adore être en contact des clients et leur parler, dire bon bah qu'est-ce qui va se passer, comment ça s'est passé, vous attendez quoi de nous. Donc ça marche réellement d'être là, d'être présent. C'est un peu ce que tu vois aujourd'hui, c'est les gens qui me disent je privilégie le contact humain parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ce que je dis toujours au marketing et aux vendeurs, faites attention parce que maintenant, il y a tellement de pubs, il y a tellement de choses que les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'il y en a qui se sont fait avoir. Donc, maintenant, le contact humain va fonctionner mieux. Donc, allez voir vos clients, appelez-les, faites des réunions Teams, mais allez plus vers ça, vous allez avoir un succès énorme. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es remis en question, où tu t'es dit là, je pense que je vais vers la mauvaise direction, où tu as des fois peut-être même pensé à abandonner? À penser à abandonner, je le refuse. Donc voilà, mis à part s'il m'arrive quelque chose physiquement, mais j'ai jamais eu cette pensée, pour être honnête avec toi. Par contre, me remettre en question, oui, mais ça, c'est constamment. Je pense qu'il faut jamais être trop sûr de soi. Il faut avoir cette volonté de vouloir s'améliorer. Donc, me remettre en question pour vouloir m'améliorer, oui. Ça, je le fais vraiment souvent. Pourquoi ? Parce que quand je vois des gens qui réussissent, j'ai envie d'apprendre et je leur demande. Alors moi, je suis quelqu'un qui est très heureux pour la réussite des autres personnes. Alors ça, c'est une force aussi. J'adore parler des entrepreneurs et j'adore qu'ils me disent j'ai commencé de rien et j'ai fait ci. Je fais mais bravo les gars. Puis je leur demande mais comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et donc je me dis mais tiens, il a une bonne idée le mec. Je devrais en parler tout de suite à mon équipe. Donc ça m'arrive souvent. J'ai plein d'anecdotes comme ça où il y a un moment, une fille une commerciale qui me disait oui, dans ma boîte, on fait tel système, un peu de bonus et tout. Et j'en parlais à ma RH. Écoute, eux, ils font ça et apparemment, les gens sont contents. On devrait faire ça. Le jour même, on l'a appliqué. Donc, j'écoute, j'essaie d'en savoir, j'essaie de comprendre, de me remettre en question. Et c'est vraiment important. Je pense que l'entrepreneur qui ne se remet pas en question, il va droit au mur. Parce que peut-être que ça marchera pendant un moment, mais comme il ne s'est pas remis en question, ça risque d'être mauvais pour la suite. On a plein d'exemples. Très bien. Pour revenir un peu à tes activités, tu fais beaucoup d'import-export. Donc, avec EcoGreen Energy, tu exportes des batteries et des panneaux partout dans le monde. Et avec Ocean Treasure, du coup, tu exportes des produits alimentaires. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois dans l'import-export ? Tu rencontres des clients de partout. Il y a la fameuse foire de Canton où tu vois beaucoup de Français. Et il y a beaucoup de Français qui font des erreurs, justement, dans l'import et dans l'export. C'est quoi, selon toi, les plus grosses erreurs que tu as remarquées ? Moi, dans mon cas, c'est un peu particulier parce qu'ils n'y croient pas encore que j'ai ma propre usine et que je vis ici en Chine depuis longtemps. Donc, c'est vrai que des fois, ils vont se dire comme il est français, lui, il est ailleurs, il va faire payer plus cher. Et donc, je pense que les gens cherchent aussi à économiser les petits sous. Alors que des Chinois savent faire des belles façades dans les salons, des beaux stands. Parfois, ils vont même ramener des clients dans une usine qui ne leur appartient pas. Et moi, j'ai le cas concret d'une personne que je connais qui s'est fait livrer un conteneur vide. Donc, il a commandé un conteneur de télé et puis il est arrivé vide, rien du tout dedans. Et je pense que la grosse erreur, c'est de vouloir faire trop vite, tout seul. Il faut être accompagné. Alors, je parle de la Chine, mais en Asie, c'est pareil. Moi, voilà, je travaille avec le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, et il faut vraiment bien connaître. 18 ans, on les efface pas comme ça. Donc, c'est pas le mec qui a jamais fait, qui du jour au lendemain va commencer à importer, qui va réussir. Donc, le but, c'est vraiment faire attention, de tout connaître, de voir si l'usine est bien certifiée, de vérifier sur le site internet, pas seulement de faire confiance aux documents, parce que les documents peuvent être photoshopés, de rendre visite, voilà, de voir les infrastructures, de voir qui est le manager, parce que tout ce qui va être fait dans l'usine dépendra du manager. C'est jamais l'ouvrier qui fait la faute, c'est le manager qui décide de la qualité, il faut être clair. Arrêtons de taper sur le pauvre ouvrier. Et de s'assurer que les moyens de paiement soient donc sécurisés. C'est ces points-là. Donc,
Il faut faire attention. Moi, je déteste un peu ces influenceurs qui disent « Ah, allez, venez, vous voyez, achetez ou faites du e-commerce, c'est facile et tout. » C'est beaucoup de bullshit. Vraiment, vraiment. Faites attention à ça. C'est des mecs qui, des fois, font plein de vidéos, mais ils travaillent depuis leur salon, ils n'ont pas réellement de bureau, ils n'ont pas d'entrepôt. J'ai quand même une usine de 25 000 m², j'ai un entrepôt de 10 000 m². Venez voir et vous verrez ce que c'est vraiment une personne qui a une infrastructure. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais, faites attention au trop facile. Très bien. On va parler un peu de scaling. Mmh. Tu as réussi à scaler sans lever de fonds, en bootstrap, en 18 ans, avec Mmh. 2 grosses sociétés aujourd'hui. Mmh. C'est quoi qui t'a permis de scaler? C'est quoi les grosses étapes qui t'ont permis justement d'avoir ce scaling sur 2 sociétés en parallèle? Alors, tout d'abord, c'est de me concentrer beaucoup sur la vente. Donc, c'est tout le temps de faire du revenu. Je pense que ce que je regarde tous les jours, dès que je me lève, c'est quelles ont été les dernières ventes. Combien on a fait de ventes. Donc, c'est un peu cette culture de résultats qu'on a implémenté dans l'entreprise. Donc, tout le monde est au courant du résultat. Que ce soit les RH, les finances, bien sûr, les vendeurs, marketing, etc. Donc, c'est vraiment ça de nous concentrer sur la vente. Et chaque revenu qu'on a reçu, on l'a réinvesti immédiatement. Moi, j'ai pas pris de vacances pendant 3 ans quand j'ai ouvert ma boîte. Donc voilà. Donc le but, ça a été tout le temps de réinvestir. Réinvestir avec une bonne stratégie. Et de mettre des deadlines. Donc, d'ici 3 mois, on doit faire ça. D'ici 6 mois, on doit faire ça. Et on doit respecter le calendrier. Ça a été aussi une difficulté que j'ai eue en Chine parce qu'ils n'aiment pas les deadlines. Donc, la limite de temps, quand est-ce que tout doit être fini? Et c'est vrai que j'ai dû l'imposer. Quand est-ce que ça va être fini? Mais quand? Donc, c'est à chaque fois, j'aime la question, en chinois, c'est « Shema Shokho », c'est « quand ?» Et les gens, ils étaient là, il va tout le temps nous poser cette question et tout. Donc, ils sont préparés. Donc, dès qu'ils me voient, ça va être fini tel jour. Donc, ça a été vraiment ça, important de mettre des objectifs et de les atteindre à une date prévue. Le gros problème, c'est que je vois toujours les gens qui ne respectent pas ces dates. Il faut se forcer, il faut rester plus tard au bureau, mais il faut atteindre ces objectifs avec des calendriers clairs et précis. Et ensuite, forcément, c'est de ramener des talents, de faire grandir des talents, les process. Tout le temps mettre à jour ces process. C'est vraiment important. Moi, je vois des entreprises, ils ont des process qui ont déjà 10 ans. Je leur dis, mais c'était quand la dernière mise à jour? Ah oui, mais bon... Je dis, non, mais c'est pas un livre religieux. Il faut changer les trucs. Donc, tout le temps, les process doivent être mis à jour, surtout avec les nouvelles technologies, les nouvelles infrastructures, l'économie des pays qui change, etc. Donc, tout le temps, remettre à jour les process. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on a pu monter l'entreprise. Alors, ce qui était bien, c'est qu'en ayant dans une entreprise, on a pu avoir des revenus différents et aider une entreprise quand l'autre allait mal, etc. Donc, c'est aussi ça qui a été bien, de pouvoir justement jouer, prendre un peu de fonds d'une entreprise et les mettre dans l'autre entreprise quand ça allait mal. Et donc, c'est ce qui fait que les entreprises aujourd'hui, elles ont 18 ans. Et c'est très dur d'avoir des entreprises qui ont autant d'années. C'est vraiment dur. Moi, c'est triste, mais beaucoup d'entreprises et mes concurrents fermés. Et je suis jamais joyeux à l'idée qu'une entreprise ferme, parce que je pense que voilà, c'est aussi un mauvais signe. Mais d'être proche de son marché, de ses clients, de toujours planifier les choses et avoir des calendriers précis, je pense qu'avec ça, on réussira toujours. Il y a un autre point, quand je suis venu en Chine et qu'on a fait des repas justement à la French Tech, c'était la difficulté des entrepreneurs à déléguer. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Je les comprends, c'est leur bébé. Donc, ils veulent que tout soit bien, ils veulent être derrière. Et j'avais fait la même erreur. J'étais trop dans l'opérationnel pour tout vérifier, tout voir, etc. Et c'est aussi un signe qui te montre que soit tu n'as pas les bonnes personnes. Donc, si tu n'arrives pas à déléguer, c'est que tu n'as pas les bonnes personnes. Soit c'est toi qui veux vraiment trop passer de temps sur ça parce que tu évites de faire plus de ventes. Moi, je vois des entrepreneurs qui n'aiment pas faire la vente et qui préfèrent juste aller dans l'opérationnel. Et après, ils se disent, on ne réussit pas. Donc, c'est un peu le problème. Je pense que l'entrepreneur qui veut réussir doit vraiment passer son temps dans le business, la négo,
et la vente. Donc, arrêtez de vous cacher derrière ça. C'est pas une mauvaise tâche. C'est bien de parler aux gens. Et ils nous apprennent des choses. Et c'est peut-être eux qui vont contribuer à notre succès. Donc, et si vous avez du mal à déléguer parce que vous avez les bonnes personnes, alors remplacez-les vite. Là, on te voit pas mal sur les réseaux, justement. Pourquoi tu t'es mis à faire du contenu? Alors, très bonne question. Déjà, on me l'a fait remarquer. Étant vice-président de la French Tech, on me dit, mais quand je rencontre les gens et que je leur donne des conseils, que ça les aide un peu à développer les choses, ils me disent, mais Dali, t'imagines l'expérience que t'as monté une usine de rien, t'as lancé tel truc, tel business, etc., etc., t'as un chiffre d'affaires assez important. Et puis c'est vrai, je me suis dit, mais Eureka, je peux apporter quelque chose. Donc, pour moi, c'est essentiel aussi de pouvoir apporter des connaissances, de l'expérience, et aussi mes échecs et mes réussites, pour que les autres ne reproduisent pas ces mêmes échecs. Donc, c'est vraiment important. C'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, la valeur réelle. Contrairement à ce qu'on pourrait voir en ligne avec les influenceurs ou les gens qui donnent des conseils alors qu'ils ont que 22 ans, 23 ans, pas assez d'expérience, je pense qu'il faut aussi avoir plus d'expérience pour pouvoir aider les gens et mentorer les gens. Donc, le mentoring, pour moi, c'est vraiment important. Donc, ça a été le premier point. C'est quelle valeur ajoutée. Et quand on m'a dit que j'en avais, que les autres me le disent surtout, qu'ils me le fassent remarquer, c'est là que je me suis dit, oui, c'est vrai. Donc, ça a été le point le plus important. Donc, deuxièmement, c'est que chaque entreprise sera identifiée par une personne qui la dirige. Donc, c'est le personal branding. On va dire le numéro 1, c'est Elon Musk avec Tesla, pour moi. Ensuite, Nvidia avec Jensen Huang. Et enfin, OpenAI avec Sam Altman. En France, on a LVMH, Bernard Arnault. Voilà. On sait tout de suite. C'est Monsieur Louis Vuitton, c'est Bernard Arnault. Donc, ça prouve que mettre du personal branding aide. Et je conseille vraiment à tous les entrepreneurs de se lancer dans le personal branding parce qu'ils veulent une identité, une histoire, un parcours qui les intéresse. Donc, c'est important de partager. Les gens veulent être connectés à la marque via une personne, via une expérience, via une souffrance. Donc, c'est ce qui aide vraiment aujourd'hui les entreprises à mieux réussir. Et ce n'est pas une trend, je pense que ça va vraiment durer et que seuls ceux qui ont vraiment mis du temps à partager, à donner de leur temps pour leur entreprise personnellement et à montrer leur tête partout, réussiront mieux que ceux qui se cachent derrière une grosse corporate. Et tu vois, aujourd'hui, tu as des marques en cosmétiques qui fonctionnent via l'entrepreneur, qui vont déjà dans Forbes et tout, voilà, cette fille a lancé cette marque et tout, ils ont levé 20 millions de dollars. Même moi, dans le solaire, je vois par exemple des entreprises qui se lancent dans le solaire, qui lèvent des fonds parce que la personne a essayé. Et donc, maintenant, on parle de la personne. Telle personne de telle entreprise. On ne dit plus juste telle entreprise. Et c'est là que les corporates, les grosses corporates, perdent un peu leurs clients vers des entreprises qui ont une vraie identité et un vrai personal branding. Toi qui parles de visibilité, justement, je sais que tu adores être visible et être partout contre marque. Pourquoi pour toi, c'est important qu'un CEO soit présent partout? Déjà, ça solidifie l'équipe. C'est important que l'équipe se sente soudée parce que le CEO est là et qu'il est dans l'action et qu'il ne se cache pas derrière son bureau et ses murs de glace. Donc, c'est vraiment important. Moi, je vais toutes les semaines dans mon usine. Je dis bonjour à tous mes ouvriers. Je vais avec mes vendeurs dans les salons. Je donne des formations à mes vendeurs. Je fais des réunions avec eux et je vends moi aussi. Je vais sur des projets. Donc, je m'implique partout parce que je veux être un bon leader pour mon équipe. Donc, c'est vraiment important. Et comme on disait, ça rejoint le personal branding dans l'entreprise. Personal branding réel, pas juste pour faire de la pub et faire des podcasts, mais vraiment s'appliquer au sein de son entreprise. Tu as l'exemple flagrant de Bernard Arnault, qui le week-end va visiter certains de ses magasins. Alors moi, j'ai eu la chance aussi de le voir à Shanghai. Donc je l'ai vu en face de moi, où je visitais un Louis Vuitton dans un centre commercial à Shanghai. Donc ça veut dire que c'est réel. Et il ne le fait pas qu'en France, donc. Il le fait aussi ailleurs. Donc c'est intéressant. Et
lorsque j'ai vu faire ça, il allait vraiment dans les détails. Il allait voir derrière les articles, si tout était bien fait, s'il y avait de la poussière, si les gens étaient bien habillés, etc. Donc ça prouve que c'est important d'être là. Et tu vois que, par exemple, pour le cas de Bernard Arnault, que sans Bernard Arnault, la marque ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai peur, qu'est-ce qui se passera le jour où il va arrêter de travailler. Donc c'est vrai que c'est important d'être là, d'être présent pour ton équipe, pour la marque, et pour être sûr aussi que les clients sentent que tout le monde est investi. Ok, très bien. Pour parler un peu du futur, où est-ce que tu te vois toi dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? C'est une très bonne question. Ce qui est important pour moi, c'est toujours de faire quelque chose. Donc, je ne me vois pas arrêter de travailler. Je me vois toujours entreprendre et essayer d'innover, de partager. Alors, c'est vrai que récemment, j'ai pris goût à du mentoring. J'adore aider les gens, conseiller. C'est quelque chose qui me plaît, surtout que je vois l'évolution des gens que j'aide et je conseille. Donc, c'est vrai que le mentoring, c'est quelque chose qui me plaît. Après, bien sûr, j'espère que mes activités continueront bien. On ne sait jamais de quoi tout est fait. Mais voilà, donc j'aime bien aller vers cette direction. J'adore les nouvelles technologies. J'adore aussi les business simples. Voilà, comme la nourriture. On a toujours besoin de nourriture. Donc tout ce qui est FMCG. Donc j'aime bien tout ça, en fait. Donc j'aime bien garder un pied partout. Que ce soit des business traditionnels, tout comme des business innovants avec de l'intelligence artificielle, de la nouveauté. D'ailleurs, j'adore participer à des événements, Vivatech et tout ça. J'adore voir tout ce qui s'y passe. Mais aussi, des fois, je crains les gens, est-ce qu'ils arriveront à s'adapter à tout ça? Donc voilà, c'est un peu le truc. Mais voilà où je me vois dans 10 ans et surtout avec plus de connaissances. C'est là où je me vois dans 10 ans. J'aimerais avoir beaucoup plus de connaissances et pouvoir aider d'autres entreprises. En tant que vice-président de la French Tech, c'est quoi tes activités que tu fais en parallèle de ton boulot? Ce qu'il faut savoir, c'est que mon équipe, l'équipe French Tech à Shanghai, on est une équipe volontaire. Donc c'est du volontariat plus, et on passe à peu près 5 à 6 heures par semaine à vraiment travailler. Donc le but, c'est de rassembler des French Tech, donc des entrepreneurs français, francophones, francophiles, qui essaient de lancer une start-up ou scale-up. Et donc, on essaie de les mettre en relation soit avec des investisseurs, soit avec des clients. On fait des connects où justement on fait partager des expériences à toute la communauté. Donc, on a une expérience d'une personne qui vendait des solutions de recyclage de nourriture pour être transformée en énergie. Et il a dit comment il a réussi à avoir des contrats avec des corporates. Voilà, tu vois. Donc, ça aide les startups à comprendre comment je peux vendre à des grosses entreprises mon produit ou mon service. Ensuite, on a des learns, donc on fait des formations sur comment monter une structure, comment vendre, etc. Et ensuite, on a des growth, donc c'est un peu les gros événements où on a des salons où on peut présenter toutes les nouveautés, toutes les entreprises, et à ce moment-là, on leur trouve des investisseurs, des choses comme ça. Donc voilà, et ce côté mentoring qui commence à être vraiment présent, où je reçois facilement 3-4 appels par semaine pour les gens pour demander des conseils ou voir ce qu'on peut faire. Très bien. Si on a des internautes qui souhaitent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Via cette chaîne, je pense qu'on mettra les coordonnées, donc ceux qui voudront nous contacter pourront le faire, et puis à ce moment-là, on pourra leur apporter des informations et voir ce qu'ils voudront savoir. C'est ça, je vais tout mettre dans la bio dans tous les cas. Tout à fait. Il y aura tes coordonnées dans la bio. Merci en tout cas pour ce deuxième podcast. Je pense qu'on va en refaire d'autres. Tu as encore beaucoup de valeur à partager. Les business que tu as pu monter à l'étranger, pas qu'en Chine et en France. Également, les entrepreneurs que tu as rencontrés de partout. Les conseils que tu peux apporter. Donc, je pense que tu as encore beaucoup de valeur à apporter à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Et pour ceux qui nous écoutent, de faire pareil, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Music. Et donc voilà. Merci beaucoup, Dali, pour ton temps. Merci, Nico. Et à bientôt. À bientôt.